Bon, vous avez forcément déjà été face à une situation qui vous a fait exploser le crâne, ou face à un problème qui va à l'encontre de tout ce que vous pensiez savoir. Et bien ça, c'est le principe des paradoxes qui peuvent vous retourner le cerveau. Eh bien, rapprochez-vous mes Indostomus paradoxus, parce que je vais vous expliquer tous les plus grands paradoxes, en commençant par les plus connus, mais néanmoins assez what the fuck, et en terminant par les plus impressionnants. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, hein, vraiment, on sélectionne les plus intéressants. Alors, il y en a que vous connaissez, il y en a que vous ne connaissez pas du tout, et qui pourtant ont le pouvoir de vous laisser décontenancé, on va dire. Vous allez découvrir comment deux jumeaux peuvent avoir un âge différent, ou alors pourquoi supprimer des routes peut réduire les embouteillages, ou alors comment trop de tolérance peut favoriser des idéologies extrêmes, ou alors comment trop d'optimisme peut littéralement vous tuer de désespoir. Et tout ça en 22 minutes et 22 secondes précisément. On démarre le chrono. Paradoxe du menteur. Alors déjà pour commencer cette liste, on part en Grèce antique à la rencontre d'Épiménide le Crétois. Alors lui c'est un poète et un grand philosophe crétois qui a vécu il y a environ 2600 ans. Et il est surtout connu pour un passage dans l'un de ses poèmes. Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. Autrement dit, Épiménide le Crétois a écrit que les Crétois sont toujours des menteurs. Et ça c'est la plus ancienne trace qu'on a du paradoxe du menteur. En fait, si Épiménide dit la vérité, alors il ment, puisque c'est un Crétois. Mais s'il ment, alors les Crétois ne sont pas des menteurs. Et Épiménide dit la vérité. Mais s'il dit la vérité, alors il ment. Bref, c'est une boucle infinie. En fait, la phrase s'auto-contredit. En fait, elle devient impossible à classer comme vraie ou fausse, et ça crée un paradoxe. Et d'ailleurs, il existe plein d'autres variantes. Par exemple, quelqu'un qui dit « je suis en train de mentir », bah s'il dit vrai, alors c'est faux. Sauf que si c'est faux, alors c'est vrai. D'ailleurs, dans le même style, on a aussi le paradoxe du crocodile. C'est l'histoire d'un crocodile qui s'empare d'un bébé. Puis il dit à la mère que s'il réussit à deviner ce qu'il va faire, alors il lui rendra son bébé. Sinon, il le dévorera. Bon, là, la mère réfléchit, puis tout à coup, elle a une idée. Elle dit alors au crocodile qu'il va dévorer le bébé. Ce qui fait que si le croco dévore le bébé, la mère a deviné juste et le crocodile doit lui rendre son enfant. Sauf que si le crocodile rend l'enfant, eh bien la mère s'est trompée et le crocodile doit le dévorer. Bon, dans les deux cas, le croco ne peut pas tenir parole et se retrouve face à un paradoxe. D'ailleurs, apparemment, le poète Philétas de Cos était obsédé par le paradoxe du menteur, à tel point qu'en 270 avant JC, il serait mort d'insomnie à force de réfléchir à ce paradoxe. Bon, en tout cas, de nombreux penseurs ont cherché une solution à ce problème au fil des siècles. Et certains ont réussi à résoudre le paradoxe en modifiant la phrase, mais c'est tout. Mais justement, notre prochain paradoxe est encore plus perturbant. Paradoxe du voyageur temporel. Bon, vous avez déjà tous vu ou peut-être entendu parler du film Retour vers le futur. Et là, vous savez, le jeune Marty McFly se retrouve projeté 30 ans en arrière par erreur. Et là, après plusieurs péripéties, il croise ses futurs parents qui sont encore adolescents. Sauf que sans faire exprès, il empêche que ses deux parents se rencontrent, alors qu'il le devait. Et pire que ça, sa future mère tombe amoureuse de lui. Et du coup, là, Marty est en train, malgré lui, de modifier l'avenir. Et là, il réalise à ce moment-là qu'il est un peu en train de disparaître. Et du coup, ça, c'est un paradoxe temporel, qu'on appelle aussi le paradoxe du grand-père. En fait, là, Marty vient d'empêcher ses futurs parents de tomber amoureux, et donc de se mettre en couple, et donc d'avoir des enfants, et donc de le faire naître. Mais si Marty ne peut pas naître, bah, il peut pas aller dans le passé pour modifier cet événement. Et du coup, cet événement annule sa propre cause. Et du coup, Marty annule sa propre naissance, donc sa propre existence. Et résultat, dans le film, Marty doit tout faire pour que ses parents tombent amoureux entre eux. Et tout ça pour que sa propre naissance puisse bien avoir lieu. Mais il existe aussi le paradoxe inverse, c'est-à-dire le cas où un événement est sa propre cause. Par exemple, l'inventeur de la machine à voyager dans le temps envoie ses plans de son invention à son lui du passé. Et dans ce paradoxe, l'inventeur ne peut pas inventer cette machine sans les plans. Mais il ne peut pas non plus se donner les plans sans inventer la machine. Par exemple, en 2020, deux chercheurs australiens ont étudié la question du paradoxe temporel. Et d'après leurs calculs, même si un voyage dans le temps était possible, un tel paradoxe ne pourrait pas exister. L'ensemble des processus mathématiques que nous avons découverts démontrent que le voyage dans le temps avec libre arbitre est logiquement possible dans notre univers sans aucun paradoxe. Par exemple, imaginez que vous voyagiez dans le temps dans le but d'empêcher le patient zéro du Covid-19 d'être exposé au virus. Ce faisant, vous contracteriez le virus et deviendriez le patient zéro ou quelqu'un d'autre le deviendrait. Peu importe ce que vous feriez, les événements s'ajusteront toujours de même pour éviter toute incohérence et donc tout paradoxe temporel. Bon, leur conclusion fait quand même un peu débat. Mais en tout cas, on va faire un voyage dans le passé pour comprendre notre prochain paradoxe. Le paradoxe de Fermi. La direction Cergy-Pontoise au nord de Paris en 1979. Vers 5h du matin, un certain Franck Fontaine aperçoit une lueur étrange dans le ciel. Là, il s'approche par curiosité, mais soudain, il tombe dans un sommeil profond. Et là, les amis de Franck le cherchent partout. Il y a même une enquête de police qui est ouverte. Et Franck réapparaît seulement 8 jours plus tard. Là, il explique d'ailleurs qu'il n'a aucun souvenir. Et là, ses deux amis sont alors persuadés qu'il a été enlevé par un ovni extraterrestre. D'ailleurs, les médias français s'emparent de l'affaire. On a aperçu comme une boule qui descendait du ciel, une traînée lumineuse, on appelait ça. Et la voiture s'est arrêtée.
La petite boule, elle est venue se mettre sur le capot, je me suis retrouvé dans le brouillard. Et puis, je me suis endormi. D'ailleurs, Frank et ses amis publient même un livre, et finalement, ils avouent que toute cette affaire, c'était un canular qu'ils ont inventé. En fait, Frank était juste resté caché dans un appart pendant 8 jours. Et du coup, tout ça pour dire que, jusqu'à maintenant, on n'a aucune preuve formelle, et on va dire scientifique, d'une civilisation extraterrestre. Pourtant, statistiquement, on aurait déjà dû en rencontrer. Et justement, c'est ça le paradoxe de Fermi. Et il se trouve que le physicien italien Enrico Fermi pose ce paradoxe dès 1950, lors d'un repas. Il fait alors remarquer que le Soleil est plus jeune que beaucoup d'autres étoiles de notre galaxie. Donc, des civilisations plus avancées auraient pu déjà apparaître ailleurs. Et techniquement, elles auraient au moins dû laisser des traces visibles depuis la Terre. À partir de là, d'autres scientifiques se sont penchés sur la question en faisant des estimations. Déjà, rien que notre galaxie compte environ 200 milliards d'étoiles. Et généralement, chacune de ces étoiles possède une ou plusieurs planètes qui tournent autour. Et il faudrait un peu moins de 100 millions d'années pour qu'une civilisation, qui va un peu moins que la vitesse de la lumière, visite toutes les étoiles. Sauf que notre galaxie, la Voie lactée, elle est âgée de 13 milliards d'années. Donc ça aurait laissé largement le temps à plusieurs civilisations avancées de visiter la Terre. Pourtant, malgré toutes nos technologies braquées sur le ciel, on n'a, a priori aujourd'hui, toujours rien trouvé. Et justement, il existe plusieurs théories pour expliquer le paradoxe de Fermi. Par exemple, on n'a rien vu parce qu'il n'y a rien à voir, on n'a rien vu parce qu'on n'a pas encore les capacités de les voir et qu'ils se rendent invisibles par exemple. En vrai, il y a plein d'hypothèses possibles. Mais en attendant, à défaut de soucoupe volante, le prochain paradoxe parle de bateau. Paradoxe du bateau de Thésée. Sachez que le plus vieux navire de guerre au monde est en service depuis 247 ans. Il s'agit du HMS Victory, commandé par la Royal Navy en 1758 au Royaume-Uni. Et la construction de ce grand 3-mâts a nécessité 6000 arbres, dont 90% de chêne. Et il a ensuite participé à beaucoup de batailles navales, notamment la célèbre bataille de Trafalgar. Je vous passe les détails, mais ce bateau a pas mal bourlingué, quoi. Alors forcément, au fil des siècles, il a été réparé un bon nombre de fois depuis sa mise en service. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe du bateau de Thésée. Parce que si on remplace 100% des morceaux du bateau au fil du temps, parce que du coup ils sont usés ou alors ils sont détruits, voilà, on le répare. Est-ce que c'est toujours le même bateau à la fin? Et d'ailleurs, si on reconstruit un autre bateau avec les mêmes pièces qu'on a retirées, quel bateau est l'original? Le nouveau ou l'ancien? Il se trouve que c'est le philosophe Plutarque de la Rome antique qui a évoqué en premier ce paradoxe. Le navire à 30 rames sur lequel Thésée s'était embarqué fut conservé par les Athéniens. Ils en notaient les pièces de bois à mesure qu'elles vieillissaient et ils les remplaçaient par des pièces neuves solidement enchâssées. Aussi, les philosophes citent-ils ce navire comme un exemple de doute et soutiennent-ils les uns qu'il reste le même, les autres qu'il ne reste pas le même. En fait là, le cœur du paradoxe, c'est de savoir ce qui définit vraiment l'identité de quelque chose. Est-ce que l'identité du bateau, ça vient de sa forme, de sa matière ou alors d'autre chose? Et pour le coup, il n'existe pas une réponse claire au paradoxe du bateau de Thésée, contrairement au prochain paradoxe de notre liste, le paradoxe des jumeaux. Là, imaginez deux jumeaux nés le même jour, qui grandissent et se ressemblent beaucoup. Un jour, on invente une fusée capable d'atteindre une vitesse proche de la lumière. Et du coup, le jumeau A monte dans cette fusée et il fait un aller-retour assez loin dans l'espace. Pendant ce temps-là, le jumeau B, lui, il reste sur Terre. Pour chaque jumeau, le temps semble s'écouler normalement de leur point de vue. Mais quand le jumeau A revient de son voyage, il remarque que le jumeau B est bien plus âgé que lui. Le jumeau B, il a des rides, des cheveux gris, alors que A, lui, qui était dans la fusée, il est toujours aussi jeune. Ce paradoxe, il a été inventé par le français Paul Langevin en 1911. Et il permet d'ailleurs d'illustrer la théorie de la relativité d'Einstein. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais en gros, le temps s'écoule plus lentement pour les objets qui sont en mouvement rapide. Et donc on peut avoir deux jumeaux qui sont nés en même temps et qui n'ont plus du tout le même âge. Mais encore faut-il être capable de voyager à une vitesse suffisamment proche de la lumière pour le remarquer. Pour l'organisme en mouvement, la grande durée du voyage était un court instant, à condition que le mouvement ait été effectué quasiment à la vitesse de la lumière. D'ailleurs, pour une fois, ce paradoxe a été vérifié par une vraie expérience scientifique en 1971. Parce qu'un physicien et un astronome se sont d'abord procuré 4 horloges atomiques, donc extrêmement précises. C'est le plus précis au monde. Et là, les deux scientifiques ont ensuite embarqué leur horloge dans des avions à réaction. Et ils ont effectué 2 tours de la Terre, tandis que les autres horloges atomiques sont restées au sol. Et là, une fois de retour sur Terre, ils ont comparé les horloges. Ils ont alors constaté un très léger décalage entre celles du sol et celles qui volaient à grande vitesse autour de la Terre. Alors c'est pas énorme, c'est juste des nanosecondes en plus, mais ça confirme que le temps se dilate quand on est en déplacement. Et on continue avec un paradoxe à la fois connu et peu connu. Paradoxe du chat de Schrödinger.
Bon, vous avez tous entendu parler, je pense, du chat de Schrödinger. Et ça, c'est une expérience de pensée imaginée par le physicien autrichien Erwin Schrödinger en 1935. C'est simple, on imagine qu'on enferme un chat dans une boîte avec un dispositif spécial. En fait, ce dispositif, il contient une minuscule particule radioactive. Et cette particule, elle a une chance sur 2 de s'être désintégrée au bout de 10 minutes. Et du coup, si cette particule se désintègre, eh bien, elle va déclencher un mécanisme qui va briser une fiole de poison dans la boîte. Et donc, qui va tuer instantanément le chat dedans. Sauf que si la particule se désintègre pas, le chat reste vivant. Mais le problème, c'est qu'au bout de 10 minutes, on ne sait pas si le chat est vivant ou mort, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte. Vu que la particule a 50% de chance de se désintégrer, et donc le chat a 50% de chance de mourir. Autrement dit, paradoxalement, le chat est à moitié mort et à moitié vivant. Tant qu'on n'ouvre pas cette boîte pour vérifier, on ne peut pas savoir dans quel état le chat il est. Là, j'imagine vous trouvez peut-être cette expérience assez absurde ou un peu bizarre. Pourtant, c'est comme ça que fonctionne la physique quantique. En fait, tant qu'on n'a pas observé une particule, eh bien, elle est dans un état qu'on appelle superposé. Et donc, elle est à la fois désintégrée et à la fois intacte. Et elle peut même cumuler les deux. Et du coup, ce paradoxe avec le chat, ça nous aide à comprendre à quel point la physique quantique échappe à notre compréhension habituelle du monde. Et du coup, la logique quantique devient étrange lorsqu'on l'applique à des objets du monde réel, comme le chat là. Après, rassurez-vous, l'expérience n'a pas été tentée en conditions réelles. Par contre, plusieurs expériences ont déjà été réalisées à des échelles nanométriques. Et des chercheurs ont réussi à obtenir plusieurs états de superposition quantique. C'est-à-dire qu'un objet, une particule, était en même temps dans plusieurs états qui étaient normalement contradictoires, comme ce chat qui était à la fois mort et vivant. Mais rassurez-vous, notre prochain paradoxe, lui, il est beaucoup plus concret. Paradoxe de Brahe. Alors, depuis 1970, on célèbre la journée de la Terre chaque année, le 22 avril. Et il se trouve que 20 ans plus tard, la ville de New York décide de fermer sa 42e rue à la circulation. En gros, c'est une grosse artère de circulation à Manhattan. Et pour eux, l'objectif, c'était de réduire la pollution à l'occasion de la journée de la Terre. Là, on pourrait s'attendre à ce que ça génère au passage beaucoup d'embouteillages, puisque il y a moins de routes. Sauf qu'il se trouve que c'est exactement le contraire qui s'est produit. Parce qu'il se trouve que la fermeture de la 42e rue rend la circulation en voiture plus fluide dans tout Manhattan. Et ça, c'est un exemple parfait du paradoxe de Brahe. Et ça vient du nom de Dietrich Brahe, qui est le mathématicien allemand qui l'a nommé ainsi en 1968. Pour chaque point d'un réseau routier, on connaît le nombre de véhicules qui en partent et leur destination. Dans ces conditions, on souhaite estimer la répartition du trafic. Le choix d'une rue plutôt qu'une autre dépend non seulement de la qualité de la chaussée, mais aussi de la densité du trafic. Si chaque conducteur emprunte le chemin qui lui paraît le plus favorable, les temps de trajet résultants ne sont pas nécessairement les plus faibles. De plus, un exemple montre qu'un élargissement du réseau routier peut entraîner une redistribution du trafic, ce qui se traduit par des temps de parcours individuels plus longs. Pour dire les choses simplement, supprimer des routes, ça peut parfois permettre d'accélérer le trafic. Alors qu'ajouter une route, en plus, dans un réseau routier, ça peut aggraver les embouteillages. Et là, on a vraiment plusieurs exemples qui permettent de démontrer ce paradoxe. Par exemple, à Séoul, en Corée du Sud, une autoroute a été démolie pour restaurer un cours d'eau. Et, paradoxalement, la circulation s'est améliorée une fois l'autoroute supprimée. Enfin, autre cas, en 2009, New York a expérimenté la fermeture de Broadway, qui est une artère principale de la ville. Et il se trouve que le trafic s'est fluidifié tout en permettant de créer des zones piétonnes. Parfois, les bonnes décisions sont totalement contre-intuitives. D'ailleurs, vous verrez que le dernier paradoxe de notre liste est une menace contre la démocratie. Mais en attendant, notre prochain paradoxe, lui, il peut déjà faire mentir les statistiques. Le paradoxe de Simpson. Imaginez, vous avez des calculs rénaux, c'est-à-dire des sortes de petits caillots en fait dans les reins et qui provoquent des fortes douleurs. Mais heureusement, pour vous, il existe des traitements. Déjà, le médecin vous présente un traitement A et un traitement B. Et ils ont tous les deux été testés sur 350 patients. Et en moyenne, le traitement B a mieux fonctionné. Donc, ça semble être la meilleure option. Mais en repartant, vous demandez quand même l'avis à un autre médecin. Et lui, il vous parle aussi du test sur les 350 patients, sauf que cette fois-ci, il vous donne plus de détails. Et il explique alors que le traitement A fonctionne mieux à la fois sur les petits et sur les gros calculs rénaux. Et voilà alors le paradoxe de Simpson. En fait, vous avez un médecin qui vous dit que le traitement B est meilleur et un autre qui vous dit que c'est le traitement A. Et le pire là-dedans, c'est qu'ils ont tous les deux raison. En fait, là-dedans, il nous manque une donnée cruciale. Il faut savoir que les gros calculs rénaux, ils sont plus difficiles à traiter que les petits. Et la répartition de patients traités pour petits et gros calculs n'est pas la même entre le A et le B. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un facteur de confusion qui influence à la fois les causes et les effets. Mais si on prend pas cette variation, les résultats changent totalement. Et il existe plein d'autres exemples du genre. Et du coup, conclusion, regrouper des données, ça peut parfois faire mentir les chiffres. Par contre, ce sera impossible de solutionner notre prochain paradoxe. Le paradoxe de l'avocat.
Alors là, on retourne 2400 ans en arrière, en Grèce antique, pour rencontrer un certain Protagoras. En fait, c'est un avocat assez célèbre de l'époque. Et il se trouve qu'un jour, le jeune Eualtos lui demande de lui apprendre à être avocat. Sauf qu'il n'a pas assez d'argent pour payer ses leçons. Protagoras lui propose alors de payer sa formation une fois qu'il aura gagné son premier procès. Et en attendant, il le forme au métier d'avocat pendant un certain temps, quoi. Sauf qu'à la fin de sa formation, Eualtos, il refuse de devenir avocat. Et du coup, ça veut dire qu'il ne peut pas gagner de procès comme il n'en fera jamais. Et donc, il ne pourra pas rembourser son prof, parce que c'était la condition. Sauf que son prof, Protagoras, il est malin. Et du coup, il attaque son élève en justice. Si Eualtos gagne son procès, il devra me rembourser, car tels étaient les termes de notre accord. Si Eualtos perd son procès, il devra aussi me rembourser, car cette fois, la justice l'y obligera. Sauf que le jeune Eualtos, il est encore plus malin, et il trouve un raisonnement complètement opposé, mais tout aussi logique et valide. Si je gagne mon procès contre Protagoras, je n'aurai pas à le rembourser, puisque la justice m'aura donné raison. Et si je perds mon procès, je ne devrai pas non plus le rembourser, car cela voudra dire que ces leçons n'ont pas été efficaces. On ne sait pas si cette anecdote, elle est vraie ou elle a été inventée, mais en tout cas, elle permet d'illustrer quand même certaines limites de la justice. En fait, là, le juge se retrouve dans une situation où le résultat sera toujours l'inverse de ce qui doit l'être. Et du coup, pour désigner le prof Protagoras vainqueur, il doit le considérer comme perdant, et inversement. Maintenant, nous, on va voir un paradoxe qui reflète un grand défaut de la société. Le paradoxe de Jevons. Alors cette fois, direction la Grande-Bretagne en 1865. Et là, l'économiste anglais William Jevons publie un livre consacré au charbon. Il y a du charbonné pour l'écrire. C'est rigolo, ouais. Oh, ça suffit. En tout cas, dans ce bouquin, il souligne un étrange paradoxe. Et il se trouve que les machines à vapeur de son époque sont bien plus efficaces que les anciennes. En fait, chaque machine consomme 66% moins de charbon que 30 ans auparavant. Pour la même efficacité au final. Et du coup, logiquement, la consommation de charbon en Angleterre aurait dû baisser aussi. Parce que les machines consomment moins et sont plus efficaces. Pourtant, paradoxalement, c'est tout l'inverse qu'on a constaté. Et ce qui fait que la consommation de charbon en Angleterre a augmenté de 1000% depuis ces nouvelles machines. Et là, en vrai, c'est plutôt logique. L'amélioration des machines permet d'extraire plus d'énergie avec la même quantité de charbon. Donc, en finalité, c'est comme si le prix de l'énergie avait baissé. Et ça allège alors le coût de production dans les usines. Résultat, les usines se sont développées et multipliées encore plus vite dans tous les secteurs. Et donc, davantage de gens peuvent acheter des machines à vapeur en Grande-Bretagne. Et pareil pour le charbon, c'est plus accessible. Et au final, cette hausse de la demande a largement contrebalancé les effets positifs du gain d'efficacité des machines. Et donc, ça veut dire que faire autant avec moins incite à faire toujours plus. Et lorsqu'une technologie devient plus efficace et qu'on aurait techniquement moins besoin de l'utiliser, souvent la consommation totale d'énergie augmente. Et donc, c'est ça le paradoxe de Jevons, qu'on appelle aussi souvent l'effet rebond. Et d'ailleurs, c'est un paradoxe très actuel avec beaucoup d'exemples récents. Typiquement, en début 2025, la société chinoise DeepSeek a sorti un nouveau modèle d'intelligence artificielle. Et ce modèle, il a besoin de beaucoup moins de puissance pour fonctionner que par exemple un ChatGPT. Ça aurait dû du coup diminuer la demande de puces informatiques, parce que du coup, il est plus efficace, mais c'est tout l'inverse qui s'est produit, avec une explosion de la demande. D'ailleurs, pareil pour l'aviation. Les avions ont été optimisés et consomment beaucoup moins de kérosène qu'avant, sauf que cette optimisation a permis l'apparition de compagnies low cost, et donc l'utilisation du kérosène et de l'avion a fortement augmenté, en augmentant au passage les émissions de CO2. Et ça, c'est pareil dans plein de domaines. La voiture, l'agriculture, les data centers, les smartphones, les emballages. Et quant à nous, on passe maintenant à l'avant-dernier paradoxe, et j'espère que vous n'aurez pas à vous en servir. Le paradoxe de Stockdale. En 1965, on est en pleine guerre du Vietnam et les États-Unis s'impliquent de plus en plus dans ce conflit militaire. Et il se trouve que le commandant James Bond Stockdale, c'est son vrai nom, fait partie de ceux qui sont envoyés au front. Mais un jour, l'avion de Stockdale est touché par un des tirs ennemis. Là, notre cher Stockdale, il s'éjecte en parachute et il atterrit dans un petit village vietnamien. Là, les habitants le chopent et ils le battent violemment avant de le faire prisonnier de guerre. Et ça sera le début d'un long calvaire qui durera 7 ans pour Stockdale. Et lors de sa capture, il a été gravement blessé à la jambe, mais il ne reçoit aucun soin. Bon, ses conditions de détention sont abominables. Il est d'ailleurs régulièrement soumis à des supplices et à des actes très violents. Bien plus tard, au moment de sa libération, il est tellement affaibli qu'il n'arrive même plus à se tenir debout. Il se trouve qu'au cours de sa détention, il a vu d'innombrables prisonniers perdre espoir et mourir. Et alors, le chercheur James Collins a voulu savoir ce qui a fait la différence. Il a alors interviewé Stockdale et il lui a demandé quel était le profil de ceux qui n'ont pas survécu. Oh, c'est facile, ce sont les optimistes. C'était ceux qui disaient « on sera sorti d'ici Noël », et Noël arrivait, puis Noël repartait. Ensuite, ils disaient « on sera sorti d'ici Pâques », et Pâques arrivait, puis Pâques repartait. Puis venait Thanksgiving, puis c'est à nouveau Noël, et ils mouraient de chagrin. C'est une leçon très importante. Il ne faut jamais confondre la foi en la victoire finale, qu'il ne faut
jamais se permettre de perdre, avec la discipline nécessaire pour affronter la dure réalité, quelle qu'elle soit. Bon là, James Collins, il a été très surpris et du coup, il a appelé ça le paradoxe de Stockdale. En fait, ce qui a fonctionné pour lui, c'est de ne pas être justement trop optimiste, mais pas trop pessimiste non plus. En fait, il faut être un optimiste pragmatique. En fait, il faut être réaliste pour affronter la dure réalité actuelle. Mais il faut aussi garder quand même de l'espoir pour savoir qu'on va s'en sortir quoi qu'il arrive, même si c'est dans bien plus longtemps que vous l'imaginez. D'où cet aspect paradoxal. Ne soyez pas optimiste. Et quant à nous, on passe cette fois-ci à l'ultime paradoxe de notre liste, qui est plutôt d'actualité. Le paradoxe de la tolérance. Alors, l'Allemagne des années 1920 offre malheureusement un bon exemple de ce paradoxe. Parce qu'à l'époque, le gouvernement allemand, très tolérant, autorise les partis les plus extrêmes, du coup, à se présenter aux élections. Et il leur laisse beaucoup de liberté. Et ainsi, le parti du petit moustachu en profite pour diffuser sa propagande agressive et à intimider ses opposants. Il gagne alors rapidement en puissance jusqu'à réussir à s'emparer du pouvoir, comme vous le savez. Et là, une fois en place, il anéantit la démocratie et l'Allemagne bascule dans la dictature. Résultat, le système qui a toléré ses idées extrémistes a entraîné sa propre destruction. Et ça, c'est le constat qu'a fait un certain Karl Popper en 1945. Et c'est lui alors, philosophe de son état, qui va populariser ce paradoxe de la tolérance. En fait, pour lui, si une société est tolérante, sans limite, alors sa capacité à être tolérante sera finalement détruite par l'intolérance. Donc, pour préserver une société tolérante, elle doit être intolérante à l'intolérance. Et c'est là tout le paradoxe. En fait, trop de tolérance peut tuer la tolérance. Rien compris, moi. Et du coup, là, vous vous demandez peut-être à partir de quand une idéologie passe de tolérable à intolérable. Eh bien, Popper répond aussi à cette question. En fait, selon lui, c'est lorsqu'une idéologie commence à exclure toute forme d'argumentation. Et là, attention, l'Allemagne de l'époque, c'est pas un cas isolé. En fait, c'est un schéma qui se répète, comme par exemple en Italie aussi à l'époque, avec Mussolini. Pareil pour les mouvements extrémistes actuels un peu partout dans le monde. Ils commencent toujours comme des mouvements politiques légaux avant de démanteler l'opposition une fois au pouvoir. Et pour terminer, je vais vous résumer une dernière sélection des plus grands paradoxes. Paradoxe de Moravec. Alors ce paradoxe, il a été énoncé dans les années 1980 par plusieurs scientifiques. En fait, le paradoxe, c'est qu'il est assez facile de construire un ordinateur capable de rivaliser avec des humains au jeu de dames. Pourtant, il est difficile, voire impossible, de créer un ordinateur avec les capacités d'un enfant d'1 an. Paradoxe de l'omnipotence. Bon, dans les religions, Dieu est généralement décrit comme un être tout-puissant. Mais Dieu peut-il créer une pierre tellement lourde qu'il ne pourrait pas la soulever? S'il peut créer cette pierre, alors Dieu n'est pas tout-puissant, s'il peut pas la soulever. Mais s'il peut pas créer cette pierre, eh bien il n'est pas tout-puissant non plus. Tout le paradoxe. Paradoxe du doublement. Imaginez que pendant la nuit, tout l'univers a doublé de taille, en gardant les mêmes proportions. Eh bien, comment on pourrait s'en rendre compte? Je vous laisse trouver. Le paradoxe saurite. À votre avis, il faut combien de grains pour que ça fasse un tas? Mais on est d'accord, un grain de sable tout seul, c'est pas un tas. Mais si on rajoute un deuxième et un troisième grain, c'est pas non plus un tas. Et à l'inverse, un tas reste un tas si on enlève un grain. Eh bien, ce paradoxe montre que la définition d'un tas est très floue. Le paradoxe des pesticides. Bon, les pesticides sont utilisés en agriculture pour combattre les ravageurs. Donc voilà, des espèces qui réduisent la production d'une plante. Sauf que tous les pesticides perturbent d'une façon ou d'une autre la chaîne alimentaire, entre le ravageur qui bouffe la plante et le prédateur du ravageur. Par exemple, les oiseaux qui sont les prédateurs, ils trouvent moins d'insectes à manger parce qu'ils sont butés. Donc, les oiseaux meurent de faim et leur population diminue. Résultat, le nombre d'insectes ravageurs peut augmenter puisqu'il n'y a plus leurs prédateurs. Et ça peut alors donner le même résultat si le pesticide tue aussi le prédateur ou si les ravageurs deviennent de plus en plus résistants aux pesticides. Donc ça aussi, c'est encore un effet rebond dont on a parlé tout à l'heure. Le paradoxe de la récupération de services. Alors là, pour comprendre ce paradoxe, on prend 2 clients d'une même entreprise. Le premier client réserve une table dans un restaurant très demandé et lorsqu'il arrive, sa table est bien réservée, il est satisfait du service. Maintenant, le deuxième client réserve aussi une table dans ce même restaurant. Sauf que cette fois-ci, en arrivant, il découvre que sa réservation n'a pas été prise en compte. Là, le personnel du resto réagit alors rapidement, il s'excuse, il lui trouve une autre table et il lui offre une boisson. Paradoxalement, le deuxième client sera plus satisfait que le premier. En fait, là, la résolution réussie d'un problème de service renforce la confiance du client. Ce qui est assez paradoxal puisque ça partait mal. Et d'ailleurs, certaines entreprises n'hésitent pas à miser là-dessus. Eh bien, voilà Poiscaille pour ces 12 paradoxes. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce nouveau format qui rappelle un peu les 360 secondes, mais plus long. Vraiment, on a essayé de sélectionner les meilleurs paradoxes avec l'équipe. Alors bien sûr, il y en a toujours d'autres qui sont moins connus, moins impressionnants. Vous pouvez aussi les citer. Mais avant de terminer, je vais vous raconter une dernière anecdote. Parce qu'il faut savoir que les paradoxes, ils s'invitent même dans votre sommeil. Notamment avec ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. C'est l'un des 4 grands cycles de votre sommeil. Et il porte bien son nom d'ailleurs. Parce qu'en effet, durant cette phase-là, vous dormez profondément. Votre corps est totalement assoupi. Et pourtant, paradoxalement,
justement vous montrer tous les signes que vous êtes en état d'éveil, surtout quand on regarde votre cerveau. C'est l'une des phases où on rêve le plus, ou en tout cas où on s'en souvient le plus. Ce qui tombe bien, parce que si la thématique des rêves vous intéresse, vous allez adorer le premier tome de la saga Noisuli, qui sortira le 25 février, où nous allons suivre des héros dans une université du rêve, et où il y aura justement pas mal de paradoxes qui vont se dresser face à eux, mais des paradoxes qui sont plus liés au rêve. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo, nous on se dit à bientôt, et sur ce, faites de beaux rêves.